Il l'appelait l'erreur. Il l'appelait l'aviton. Pendant 20 ans, Korra a nettoyé la boue sur les bottes de loup qui n'étaient pas à moitié aussi forts qu'elle, baissant la tête simplement pour survivre. Mais tout a changé la nuit où le roi Alpha Gabriel a apporté la lame maudite au gala de Silver Creek. C'était une arme de jugement, une lourde plaque de fer noir qui avait brûlé la chair de chaque guerrier ayant osé la toucher. L'alpha de sa propre meute ne parvenait pas à la soulever. Les guerriers les plus puissants hurlaient d'agonie. Pourtant, lorsque Korra, l'invisible servante, fut poussée sur scène et forcée de saisir la poignée pour une blague cruelle, le fer ne la brûla pas. Il chanta. Et l'homme le plus puissant du monde ne l'attaqua pas. Il tomba à genoux. Voici l'histoire de la lame maudite. Le bac à graisse derrière le bar grill de Mick sentait toujours plus mauvais quand il pleuvait. C'était une odeur aigre et écœurante qui s'accrochait aux cheveux de Korra et s'incrustait profondément dans ses pores, un rappel permanent de sa condition sociale. Korra s'essuya le front du revers d'une main savonneuse, ses articulations rouges et gercées par le détergent industriel. À 22 ans, elle aurait dû terminer ses études ou, dans le monde des loups, trouver sa place dans la hiérarchie de la meute. Au lieu de cela, elle était le rouage invisible qui permettait à la meute de Silver Creek de fonctionner. Elle était la progéniture d'un traître. « Hé, l'aviton !» La voix était perçante, transperçant le tambourinement de la pluie. Korra ne tressaillit pas. Elle continua simplement à récurer la lourde poêle en fonte. Elle connaissait cette voix. Brittany. La porte de la cuisine s'ouvrit à la volée, claquant contre le mur. Brittany se tenait là, encadrée par la lumière dorée et chaleureuse de l'intérieur du restaurant. Elle portait une robe argentée à paillettes qui coûtait plus cher que ce que Korra gagnait en un an. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés. Elle était la fille du bêta, et à Silver Creek, cela faisait d'elle une altesse. « Je te parle, la muette », lança Brittany en s'avançant dans l'allée humide, un verre de vin à moitié vide à la main. Kiran demande un réapprovisionnement pour les sliders, les spéciaux, et il veut que ce soit toi qui les apportes. Korra finit par lever les yeux. Ses yeux étaient d'une nuance inhabituelle et frappante de violet, un trait que sa mère possédait, un trait que les anciens de la meute murmuraient être le signe d'un mauvais sang. « Je fais partie du personnel de cuisine, Brittany. Je n'ai pas le droit d'être en salle pendant les réunions de la meute. Tu connais les règles. » Brittany eut un petit sourire en penchant la tête. L'Alpha Kiran a changé les règles. Ce soir est spécial. La délégation de la meute obsidiane arrive demain pour l'épreuve de la lame. Kiran veut s'assurer que tout le monde connaisse sa place avant que le roi n'arrive. Toi y compris. Elle s'approcha, l'odeur d'un parfum coûteux prenant le dessus sur celle de la graisse. D'un geste désinvolte du poignet, Brittany versa le reste de son vin rouge sur la tête de Korra. Le liquide froid choqua Korra, coulant sur son nez et imprégnant son uniforme gris et trop grand. « Oups !» gloussa Brittany, ses yeux dépourvus de toute chaleur. « Nettoie-toi. Tu sens la poubelle. Si ces sliders ne sont pas sur la table de l'Alpha dans 5 minutes, je dirai à Kiran que tu volais encore de l'argent dans la caisse. » Brittany fit demi-tour et s'en alla d'un pas assuré, claquant la porte derrière elle. Korra resta seule sous la pluie, tremblante. Ce n'était pas le froid qui la faisait frissonner, c'était la rage, une chaleur profonde et latente dans ses entrailles, qui ressemblait moins à de la colère qu'à un volcan endormi. Ses parents n'étaient pas des voleurs. Ils avaient été piégés par l'ancien Alpha pour couvrir ses propres dettes de jeu auprès des banques humaines. Mais personne n'écoutait la fille de renégat mort. Elle essuya le vin de ses yeux. Elle n'avait pas de loup. C'était l'autre malédiction. Elle ne s'était jamais transformée. Dans un monde où la force était déterminée par la bête qui sommeillait en vous, Korra était humaine par toutes ses faiblesses, et loup par toutes les lois auxquelles elle était soumise. Elle retourna à l'évier, se lava le visage à l'eau glacée et dressa les sliders. Elle le ferait. Elle le faisait toujours, car l'alternative était l'exil, et un loup solitaire sans loup n'était qu'une proie. L'intérieur de chez Mick était bruyant. La meute de Silver Creek était une meute de rang moyen, en difficulté financière, mais riche de sa fierté. Les tables en bois étaient marquées par des traces de griffes, et l'air était chargé de fumée et d'odeur de viande rôtie. À la table d'honneur siégeait l'Alpha Kiran. Il était séduisant d'une manière rustique et prévisible, mâchoire carrée, cheveux sombres, des yeux qui étaient autrefois bienveillants quand ils étaient enfants. Il avait été son ami autrefois, avant sa présentation, avant qu'il ne réalise qu'être vu avec la fille du traître nuisait à sa popularité. Kiran criait, frappant du poing sur la table. « C'est pour cela que nous gagnerons les faveurs du roi. Le roi d'Obsidian apporte cette lame maudite
cette relique de l'ancien monde. C'est un test de force. Et qui est plus fort que Silver Creek ? La meute acclama, hurlant et frappant leur chope. Cora s'approcha de la table, la tête basse, tenant en équilibre le lourd plateau. Elle essayait de se rendre invisible, de faire glisser l'assiette sur le bois et de disparaître. « Tiens, regardez qui voilà !» La voix de Kieran baissa d'un ton, faisant taire les environs immédiats. « La boniche !» Cora posa la nourriture. « Vos sliders, Alpha. » Kieran lui saisit le poignet. Sa prise était comme un étau. Il n'utilisa pas son ton d'Alpha, mais la menace était bien présente. « Brittany me dit que tu as été insolente avec elle dans l'allée, manquant de respect à la future Luna. » Cora regarda sa main, puis son visage. « Je ne lui ai rien dit, Kieran. C'est Alpha, grogna-t-il, serrant sa prise jusqu'à ce que les os de Cora grincent. Et tu ne parles que si on t'interroge. » Il repoussa sa main. Cora trébucha en arrière, percutant un serveur qui portait un pichet de bière. Le pichet s'écrasa au sol, volant en éclats. Le liquide ambré éclaboussa les bottes du bêta, le père de Brittany. Le silence se fit dans la salle. « Sale maladroite !» hurla Brittany aux côtés de Kieran. Kieran se leva, ajustant son blouson de cuir. Il regarda le désordre, puis Cora avec un dégoût pur. « Tu es une honte, Cora. Le roi arrive demain. Je ne veux pas qu'on te voie. Tu n'assisteras pas au gala. Je dois travailler au gala, » chuchota Cora, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. « J'ai besoin des heures supplémentaires. Mon loyer ? Je me fiche de ton loyer, » cracha Kieran. « En fait, j'ai une meilleure idée. Tu y assisteras, mais pas en tant que serveuse. » Il sourit, une expression cruelle et tranchante. « Nous avons besoin de quelqu'un pour tenir le seau à crachat des guerriers après le festin. Quelqu'un pour nettoyer la boue sur la scène avant que le roi n'y marche. C'est ton travail. Tu veux faire partie de la meute ? Tu seras le paillasson. » Les rires parcoururent en la salle. Cela commença par Brittany et se propagea comme une infection jusqu'à ce que tout le bar se moque d'elle. Cora regarda le verre brisé. Elle s'agenouilla et commença à ramasser les éclats à main nue. Un bord tranchant lui entailla le pouce. Elle regarda la goutte de sang rouge vif perler. À l'intérieur de sa poitrine, quelque chose changea. Ce n'était pas un loup, c'était quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ressemblait à du fer refroidissant dans la neige. « Oui, Alpha », dit-elle doucement. L'arrivée de la meute d'Obsidian Shadow ne fut pas un événement discret. Ils n'arrivèrent pas dans des pick-up cabossés ou des berlines rouillées comme les loups de Silver Creek. Ils arrivèrent en un convoi de SUV noir mat aux vitres teintées, avec des drapeaux diplomatiques flottant sur les capots. Le convoi entra sur la place principale de la ville au crépuscule le lendemain. Toute la meute de Silver Creek s'était rassemblée. Les rues avaient été balayées, les nids de poules hâtivement comblés avec du gravier. Cora observait depuis l'ombre de la ruelle entre la boulangerie et la quincaillerie. Elle portait son uniforme de gala, un pantalon noir élimé et une tunique grise 3 fois trop grande, destinée à cacher ses formes et à la faire paraître insignifiante. Elle tenait un seau de nettoyage d'une main et une brosse à poils durs de l'autre. Le premier SUV s'arrêta. La porte s'ouvrit et la température de l'air sembla chuter de 10 degrés. D'abord vinrent les gardes, au nombre de 4. C'étaient des géants, mesurant facilement 2 mètres, portant des combinaisons tactiques qui dissimulaient à peine leur masse musculaire. Ils se déplaçaient avec une létalité synchronisée qui faisait passer les guerriers de Silver Creek pour des bagarreurs de bar. Puis le roi apparut, le roi Alpha Gabriel. C'était une légende, un conte pour enfants raconté aux louveteaux effrayés. On disait qu'il avait anéanti les armées de renégats du Nord en une seule nuit. On disait que son loup n'était pas une bête normale, mais un loup géant, immense et ancestral. Il était plus grand que ses gardes. Il portait un costume noir sur mesure, qui coûtait plus cher que toute la ville de Silver Creek. Il ne portait pas de cravate, sa chemise blanche était déboutonnée en haut, laissant entrevoir une peau tannée et cicatrisée. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, coiffés en arrière, et ses yeux, même à 50 mètres, Cora ressentit l'impact de ses yeux. Ils étaient d'or, pas le jaune boueux d'un loup commun, mais de l'or fondu et brûlant. Il parcourut la foule du regard. Il ne souriait pas. Il avait l'air de s'ennuyer, mortellement ennuyé. « Bienvenue, roi Gabriel. » Kieran s'avança, s'inclinant profondément, le cou exposé en signe de soumission. Brittany se tenait à ses côtés, faisant une révérence maladroite dans une robe trop serrée et trop voyante pour l'occasion solennelle. Gabriel ne s'inclina pas en retour. Il se contenta d'un signe de tête, un mouvement microscopique. « Alpha Kieran, votre ville est pittoresque. » Sa voix était un baryton profond qui fit vibrer la poitrine de Cora. « Nous avons préparé la grande salle pour l'épreuve.
dit Kiran, transpirant légèrement. « Nous sommes honorés que vous ayez choisi Silver Creek pour cette étape de votre tournée. »« Je ne l'ai pas choisi, » dit Gabriel, passant devant Kiran sans lui serrer la main. La lame l'a choisi. Le voyant a indiqué que le prochain candidat pourrait être ici, bien que... Il jeta un regard méprisant aux devantures délabrées. J'en doute. Derrière Gabriel, 2 gardes déchargèrent un long coffret rectangulaire en bois sombre cerclé de chaînes d'argent. La lame maudite. Un silence se fit sur la foule. La boîte semblait bourdonner. Ce n'était pas un son que l'on entendait avec ses oreilles, mais une vibration que l'on ressentait dans les dents. Cora serra plus fort le manche de sa serpillière. Ce bourdonnement lui semblait familier, comme une chanson entendue en rêve. « Finissons-en », ordonna Gabriel. « J'ai 3 autres meutes à visiter avant la pleine lune. » La grande salle de Silver Creek était en réalité un gymnase de lycée reconverti, drapé de velours pour cacher les paniers de basket. C'était bondé. Chaque loup en âge de participer était présent, vêtu de ses plus beaux atours, désespéré d'apercevoir le roi. Cora était à genoux près de la scène, frottant une trace imaginaire. Brittany lui avait ordonné de rester là, juste là où tout le monde peut voir à quel point tu es bas. Sur la scène, le coffret de bois était ouvert. La lame n'était pas ce à quoi Cora s'attendait. Elle n'était ni brillante ni ornée de bijoux. C'était un objet brut et brutal. Une plaque de fer météorique sombre, dentelée et terne. La poignée était enveloppée d'un cuir qui semblait vieux de plusieurs siècles. Elle ressemblait moins à une épée qu'à un éclat d'obus provenant d'une guerre entre dieux. Gabriel s'assit sur un siège aux allures de trône apporté par ses propres hommes, sirotant un whisky dans un verre en cristal. Il semblait totalement désintéressé, alors que le guerrier le plus fort de Silver Creek, une brute nommée Jax, montait sur le piédestal. « Soulève-la et tu rejoindras ma garde royale », dit nonchalamment Gabriel. « Échoue et tu quittes la scène. » Jax cracha dans ses mains. Il saisit la poignée. Le bruit de chair qui grille emplit le silence. « Ah !» hurla Jax, lâchant prise et reculant en trébuchant. Il leva les mains. Ses paumes étaient brûlées et rouges comme s'il avait saisi un poil brûlant. « Suivant !» dit Gabriel sans même lever les yeux. Cela dura 1 heure. Homme après homme, femme après femme, les meilleurs combattants de la meute échouèrent tous. Certains ne purent pas la bouger d'1 centimètre. D'autres la déplacèrent, mais furent si gravement brûlés qu'ils eurent besoin de soins médicaux immédiats. La lame les rejetait tous. C'était du fer imprégné d'argent, enchanté par une magie ancienne pour brûler quiconque en était indigne. Finalement, seul Kiran restait. La foule retint son souffle. C'était leur alpha. Si quelqu'un pouvait le faire, c'était lui. Kiran monta sur scène. Il enleva sa veste, contractant ses muscles pour la foule. Il lança un clin d'œil confiant à Brittany. Il s'approcha de la lame. Il empoigna la poignée des 2 mains. Il grogna. Il tira. Les veines de son cou saillirent. Son visage devint violet. L'épée ne bougea pas. De la fumée commença à s'échapper de sous ses doigts. L'odeur de chair brûlée se répandit. « Allez !» rugit Kiran, son loup faisant surface, ses yeux brillant d'un éclat rouge. Il tira de toutes ses forces. Rien. Elle était scellée au piédestal par la magie. Kiran lâcha prise avec un hurlement de douleur, serrant ses mains calcinées. « C'est truqué !» cria-t-il en se tournant vers Gabriel, l'humiliation déformant ses traits. « C'est truqué. C'est impossible à soulever. » Gabriel se leva lentement. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. « Ce n'est pas truqué, gamin. Tu es simplement faible, et ton esprit est alourdi par l'arrogance. » Kiran, désespéré de sauver les apparences, chercha un bouc émissaire. Ses yeux se posèrent sur Cora, agenouillée juste à côté de la scène, serrant son seau. « C'est elle !» hurla Kiran, pointant un doigt tremblant et brûlé vers Cora. « La vit-on ? Elle me distrait. Elle pue la vermine de renégat. Comment puis-je me concentrer avec la fille d'un traître qui respire mon air ?» La foule se tourna vers Cora. Les yeux dorés de Gabriel changèrent d'expression. Il regarda Kiran, puis suivit le doigt pointé vers le sol, vers la petite femme sale en haillons gris. « Une fille de traître ?» demanda Gabriel, sa voix indéchiffrable. « Elle n'est rien !» intervint Brittany, montant sur la scène, impatiente de défendre son compagnon. « C'est la servante de la meute. Elle n'a pas de loup. Elle ne devrait même pas être dans la même pièce que la lame. Elle pollue la magie. » Gabriel s'avança jusqu'au bord de la scène. Il regarda Cora. Cora ne pouvait pas lever les yeux. Elle fixait ses chaussures noires polies. « Vraiment ?» songea Gabriel. « Vous pensez que cette fille est la raison de votre échec ?»« Oui », mentit Kiran. Sa présence est une insulte à la cérémonie. Gabriel sourit, mais c'était un sourire terrifiant, semblable à celui d'un requin. Alors supprimons la variable. Si elle est le problème, laissez-la la toucher.
Si elle n'est vraiment rien, la lame la tuera. Elle brûle ceux qui sont indignes. Pour une humaine sans loup, elle devrait la réduire en cendres. La foule eut un hoquet de surprise. « Fais-le !» ricana Kiran, voyant là un moyen de se débarrasser de Cora et de justifier son échec d'un seul coup. « Force-la à la toucher !»« Non !» chuchota Cora, la terreur lui serrant la gorge. « S'il vous plaît, ça va me tuer. »« Amenez-la !» ordonna Gabriel. 2 des gardes d'Obsidian sautèrent de la scène, saisirent Cora par les bras et la hissèrent. Elle lâcha son seau. L'eau sale se répandit partout. Ils la traînèrent jusqu'au piédestal. La chaleur qui se dégageait du fer noir était intense. Cela sentait l'ozone et le sang ancien. « S'il vous plaît » supplia Cora en regardant Kiran. « Kiran, s'il vous plaît. » Kiran se contenta de croiser les bras, soignant ses brûlures. « Vas-y, Laviton, montre-nous de quel bois tu te chauffes. » Gabriel s'approcha d'elle. De près, il était imposant. Il sentait la pluie de pain et la puissance pure. Il se pencha, sa voix basse, uniquement pour ses oreilles. « Si tu es innocente, enfant, ne crains rien, mais si tu es faible, prie. Touche-la !» hurla Brittany depuis la foule. Cora regarda la poignée. C'était laid, c'était terrifiant. Mais alors qu'elle l'a fixé, le bourdonnement dans ses dents devint plus fort. Ce n'était plus un son colérique. C'était triste, cela semblait solitaire. Ses mains tremblaient, ses pouces étaient à vif à force de récurer. Sa vie n'avait été qu'une suite de génuflexions et d'excuses pour sa médiocrité. « Oh, si je meurs, pensa-t-elle, au moins je n'aurai pas à laver le sol demain. » Elle tendit la main. Toute la salle sursauta, s'attendant aux cris, s'attendant au feu. Les doigts de Cora effleurèrent à la poignée de cuir. Elle ferma les yeux, attendant la douleur. Mais il n'y eut aucune douleur. Au lieu de cela, un flot d'eau fraîche sembla remonter le long de ses bras. La douleur dans ses articulations gercées disparut. La fatigue dans son dos s'évapora. Le bourdonnement explosa en un chœur de métal chantant qu'elle seule pouvait entendre. Elle ouvrit les yeux. Le fer noir dentelé changeait. Là où sa peau le touchait, une veine de lumière blanche pure et rayonnante traversait le métal. La rouille tomba comme de la poussière. Le fer noir se transforma en un argent liquide étincelant. Elle referma ses doigts sur la poignée. Elle s'adaptait parfaitement à sa main. Elle semblait n'avoir aucun poids. Dans un souffle doux, elle la souleva. Elle ne fit pas que la lever. Elle l'éleva. Elle la balança vers le haut et la lame s'embrasa d'une flamme bleue. Un feu froid qui illumina les visages choqués de la meute de Silver Creek. Silence. Un silence absolu et étouffant. Cora se tenait là, tenant l'arme légendaire brillant d'une lumière éthérée, ressemblant à une déesse guerrière en haillons. Elle se tourna vers Kiran. Sa mâchoire était pendante. Brittany semblait sur le point de vomir. Puis, un mouvement attira son attention. Gabriel, le roi Alpha, l'homme qui ne s'inclinait devant personne. Il fit un pas en arrière. Ses yeux dorés étaient remplis d'un choc qui frisait la révérence. Il regarda l'épée, puis le visage de Cora. Lentement, délibérément, le roi Alpha posa un genou à terre. Il baissa la tête. « Ma reine », murmura-t-il, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Je vous ai trouvé. » Le silence dans le gymnase était fragile, comme du verre sur le point de se briser. Gabriel resta sur un genou un instant de plus que nécessaire, la tête baissée devant la souillon en tunique trop large et tachée de graisse. Lorsqu'il se releva, il ne le fit pas comme un homme quittant une chaise. Il fit une ascension, sa présence s'étendant pour remplir le vide suffocant de la pièce. Cora tremblait. Le feu bleu sur la lame s'était tamisé en une lueur pulsante et douce, se synchronisant avec son propre rythme cardiaque erratique. Elle regarda le roi, puis l'épée, et la terreur l'envahit. À Silver Creek, sortir du lot était dangereux. Être spécial était une condamnation à mort. « Pose ça !» La voix de Kiran craqua, brisant le charme. Il s'avança, le visage congestionné par une rage rouge et confuse. « Cora, lâche cet objet immédiatement. Tu voles la propriété de la meute. » Voler ? Gabriel se tourna lentement. Le mouvement était fluide, prédateur. La lame n'appartient à aucune meute. Elle appartient au destin des loups, et elle a choisi. « C'est un tour de magie !» cria Brittany en agrippant le bras de Kiran, ses ongles s'enfonçant dans son blouson de cuir. « C'est une sorcière. Regardez ses yeux. Cette couleur violette bizarre. Elle a utilisé un sort. C'est la progéniture d'un traître. Elle a probablement empoisonné le métal. » L'accusation parcourut la foule. Sorcière, sort, poison. Il leur était plus facile de croire à un mensonge que d'accepter que la fille qu'ils avaient maltraitée pendant une décennie soit leur supérieure. « Donne-moi ça !» grogna Kiran. Il s'élança vers Cora, la main tendue vers la poignée.
Je suis ton alpha, et je te l'ordonne. »« Non !» cria Cora. C'était la première fois qu'elle élevait la voix contre lui en disant. Instinctivement, elle ne lâcha pas l'épée. Elle la leva pour se défendre. Les doigts de Kiran effleurèrent le plat de la lame. Crac! Une onde de choc de lumière argentée explosa du métal. Elle ne brûla pas Kiran cette fois. Elle le projeta. Il vola en arrière sur 3 mètres, s'écrasant dans les lourds rideaux de velours derrière la scène, s'empêtrant dans le tissu comme une mouche piégée. La foule hurla. Les gardes d'Obsidian dégainèrent leurs armes en une milliseconde, pointant des fusils d'assaut vers les guerriers de Silver Creek qui commençaient à s'avancer. Assez! La voix de Gabrielle fut un coup de tonnerre. Elle força chaque loup dans la pièce à se figer. Il s'interposa entre Cora et la foule, la protégeant de son corps. Il se retourna vers elle, son expression s'adoucissant instantanément. « Donne-moi l'arme, Cora. Elle est en sécurité maintenant. Je ne les laisserai pas te toucher. » Cora hésita. L'épée lui semblait être la seule sécurité qu'elle ait jamais connue. Mais les yeux de Gabrielle, ils étaient d'or, tourbillonnant d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Elle relâcha sa prise. Dès que l'épée quitta sa main, et que Gabrielle la prit, le feu bleu disparut. Le métal se recouvrit instantanément de rouille, reprenant son état de fer noir, dentelé et laid. Gabrielle brandit le fer inerte pour que la foule puisse voir. « Vous voyez » tonna-t-il. « Dans mes mains, c'est du fer. Dans les vôtres, c'est du fer. Dans les siennes, c'était de l'argent vivant. La lame juge l'âme, pas le rang. » Il remit le lourd coffret à son chef de garde, un homme massif nommé Titus. « Sécurisez-le. » Kiran sortit en rampant des rideaux, le nez en sang, sa dignité en lambeaux. « Vous ne pouvez pas l'emmener, » haleta-t-il en essuyant le sang sur sa lèvre. « Elle est la propriété de Silver Creek. Elle est sous contrat de servitude pour rembourser la dette de ses parents. Elle ne peut pas quitter cette ville. » Gabrielle descendit les marches de la scène, marchant jusqu'à être face à face avec Kiran. La différence de taille n'était que de quelques centimètres, mais la différence de puissance était un océan. « Une dette ?» demanda doucement Gabrielle. « Ses parents ont volé 40 000 à la trésorerie de la meute avant d'être exécutés, » mentit Kiran, récitant l'histoire que son père lui avait apprise. « Elle travaille jusqu'à ce que ce soit remboursé. Il lui reste 18 ans. » Gabrielle rit. C'était un son froid et sec. « 40 000. Est-ce là le prix d'une reine dans ce trou perdu ?» Il fouilla dans sa veste de costume et en sortit un chéquier. Il déboucha un stylo plume, griffonna quelque chose contre la paroi de la scène, déchira le chèque et le glissa dans la poche de poitrine de Kiran. « 1 million, dit Gabrielle. Cela rachète son contrat, cela rachète le nom de ses parents, et cela achète votre silence. » Kiran fixa la poche, stupéfait. « Prépare tes affaires, dit Gabrielle à Cora, sans même regarder l'alpha. Je n'ai rien, chuchota Cora. Juste mon uniforme. » Gabrielle s'arrêta. Il regarda ses vêtements gris en lambeaux, la tache de vin de tout à l'heure, la graisse sous ses ongles. Un muscle de sa mâchoire tressaillit. « Titus !» ordonna Gabrielle. « Brûle ce bâtiment. »« Quoi ?» s'écria Kiran. « Je plaisante, dit Gabrielle, bien que ses yeux soient restés mortellement sérieux. Mais la tentation est forte. « Cora, viens avec moi maintenant. »« Attendez. » Brittany se plaça devant Gabrielle. Elle tremblait, mais sa jalousie était plus forte que sa peur. « Vous faites une erreur, roi Gabriel. Vous ne savez pas ce qu'elle est. Elle est maudite. Elle n'a même pas de loup. Comment la lame peut-elle choisir une sans loup ?» Gabrielle regarda Brittany comme s'il s'agissait d'une gêne mineure, comme un moustique. « La lame ne choisit pas le loup, enfant, » dit Gabrielle, sa voix dégoulinante de dédain. « Elle choisit le sang, et si vous pensez qu'elle n'a pas de loup, vous êtes encore plus aveugle que vous n'en avez l'air. » Il posa une main au bas du dos de Cora, un contact qui envoya une décharge électrique dans sa colonne vertébrale, et la guida vers la sortie. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Personne n'osa croiser le regard de Cora. Ils regardaient leurs chaussures, les murs, n'importe où sauf vers la fille qu'ils avaient fait trébucher, moquer et humilier pendant des années. Alors qu'ils atteignaient les doubles portes, Cora s'arrêta. Elle se retourna pour regarder la meute une dernière fois. Elle vit le cuisinier qui l'avait surchargée de travail, les guerriers qui avaient essuyé leur boue sur elle, et Kiran debout au centre de la scène, serrant un chèque d'1 million de dollars, paraissant plus petit qu'elle ne l'avait jamais vu. « Adieu, Alpha », murmura-t-elle. Gabrielle l'escorta dans l'air frais de la nuit, jusqu'au convoi de SUV noirs qui attendait. L'intérieur du SUV sentait le cuir riche et le scotch coûteux. C'était calme,
coupée du monde par des vitres blindées. Cora était assise sur le bord du siège, n'osant pas s'adosser, de peur que ses vêtements sales ne tachent la sellerie immaculée. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, frissonnant alors que l'adrénaline commençait à retomber, remplacée par une fatigue épuisante. Gabriel était assis face à elle. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le gymnase. Il l'observait, ses yeux dorés traquant chaque frisson, chaque tressaillement. Il appuya sur un bouton de la console et une cloison se leva, les séparant du chauffeur. « Tu es gelé ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Il enleva sa veste de costume. Elle était chaude de sa chaleur corporelle. Il se pencha en avant et la drapa sur ses épaules. Elle était lourde et sentait comme lui, le cèdre, l'ozone et quelque chose de typiquement masculin. « Merci » marmonna-t-elle, serrant les revers contre elle. « Où m'emmenez-vous ? Est-ce que je suis en état d'arrestation ?» Gabriel versa une petite quantité de liquide ambré dans un verre et le lui tendit. « Bois, cela calmera les tremblements. » « Et non, Cora, tu n'es pas en état d'arrestation. Tu es sous protection. » Cora prit le verre à deux mains. Elle prit une gorgée. Le liquide lui brûla la gorge, s'installant agréablement comme une pierre chaude dans son estomac. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix ténue. Kiran avait raison sur une chose. Je ne suis personne. Mes parents étaient des voleurs. Je ne peux pas me transformer. J'ai 22 ans et je n'ai jamais entendu mon loup. Gabriel s'adossa, croisant ses longues jambes. « Dis-moi ce que tu sais de tes parents. » « C'étaient des renégats, » récita Cora, répétant les phrases qu'on lui avait enfoncées dans la tête toute sa vie. « Ils ont infiltré Silver Creek pour voler des ressources. Ils ont été capturés par l'Alpha Richard, le père de Kiran, et exécutés pour trahison. J'ai été épargné par pitié. » L'expression de Gabriel s'assombrit. « Pitié » ricana-t-il. « Est-ce ainsi qu'on appelle l'esclavage dans ce secteur ?» Il tapota la coudoir de ses doigts. « Cora, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et dans ce cas, les vainqueurs étaient des menteurs. Tes parents n'étaient pas des renégats. Ton père était un diplomate de la meute Crescent Moon. Ta mère, elle était historienne. » Cora cligna des yeux. « Crescent Moon, cette meute n'existe plus. Elle a été anéantie pendant la Grande Guerre. Elle l'a été, » acquiesça Gabriel. « Mais pas avant qu'ils n'aient à cacher leur lignée la plus précieuse. Tes parents ne volaient pas Silver Creek. Ils s'y cachaient. C'étaient des réfugiés qui essayaient de te protéger des forces mêmes qui avaient détruit leur foyer. » Cora sentit le monde basculer. Mais l'argent, la dette, fabriquée de toutes pièces, affirma fermement Gabriel. Richard a vu un couple faible avec un enfant de grande valeur. Il les a tués pour s'emparer de leurs artefacts, cherchant probablement cette lame même que nous avons trouvée aujourd'hui, et il t'a asservi pour s'assurer que personne ne chercherait jamais l'héritière disparue de Crescent Moon. Si tu étais une servante, invisible et opprimée, qui soupçonnerait que tu portes le sang des rois? Des larmes montèrent aux yeux de Cora. Toute ma vie, j'ai cru que je payais pour leurs péchés. Tu payais pour l'avidité de Richard, corrigea Gabriel, et Kiran a perpétué le cycle. La voiture ralentit et tourna sans secousse. Ils n'allaient pas dans un hôtel. Ils montaient la route privée sinueuse vers Obsidian Heights, un immense domaine moderne sur la falaise surplombant la ville. C'était une propriété de vacances appartenant à Gabriel, utilisée uniquement pour des sommets diplomatiques. « Nous y sommes, » dit Gabriel. « Ce soir, tu dors dans un lit. Demain, nous nous occuperons de la politique. » La voiture s'arrêta. La porte fut ouverte par Titus. « Votre Majesté. » Titus fit un signe de tête à Gabriel, puis regarda Cora. Il ne ricana pas. Il baissa légèrement la tête. « Madame. » Le mot sonnait étranger. Ils entrèrent dans le foyer du domaine. C'était vaste, minimaliste et d'une propreté intimidante. « Titus, faites préparer l'aile pour Cora, » ordonna Gabriel. « Et faites venir un médecin. Je veux que ses mains soient soignées. »« Pas de médecin, » dit rapidement Cora, cachant ses mains dans les manches de la veste de Gabriel. « Je vais bien. Je guéris vite. Les humains guérissent vite. » Gabriel s'arrêta de marcher. Il se tourna vers elle. « Tu n'es pas humaine, Cora. Je ne peux pas me transformer, » argumenta-t-elle faiblement. « J'ai essayé à chaque pleine lune. Rien ne se passe. Juste de la douleur. Parce que tu es entravée, » dit Gabriel. Il tendit la main et toucha doucement le collier que Cora portait, une simple chaîne d'argent ternie avec un lourd pendentif en pierre noire. Elle le portait depuis qu'elle était bébé, la seule chose de sa mère qu'elle avait été autorisée à garder parce qu'elle semblait sans valeur. Ceci, Gabriel tapota la pierre, c'est de l'obsidienne de sorcière. Cela supprime l'esprit du loup. C'est utilisé sur les criminels dans les prisons de haute sécurité pour les empêcher de se transformer et de s'échapper. Cora eut un souffle coupé, sa main volant vers la pierre. « Quoi ? Ils ne t'ont pas seulement asservi, Cora. Ils ont lié ton âme.
Les yeux de Gabriel brillèrent d'une intensité terrifiante. « Si je retire cela, la transition sera violente. Ton loup grandit dans une cage depuis 10 ans. Elle sera en colère. Retirez-le, dit immédiatement Cora. S'il vous plaît. » Gabriel secoua la tête. « Pas ce soir. Tu es affaibli par la malnutrition et le stress. Si tu te transformes ce soir, le choc pourrait te tuer. Nous devons d'abord renforcer ta constitution. Nourriture, repos, sécurité. » Il fit signe à une servante qui était apparue silencieusement. « Montrez-lui le bain. Brûlez ses vêtements. Donnez-lui de la soie. » 1 heure plus tard, Cora était assise dans une baignoire de la taille d'une petite piscine. L'eau était chaude et sentait la lavande et l'eucalyptus. Elle frotta sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rose, regardant l'eau grise tourbillonner dans le siphon. C'était symbolique. Elle l'avait, la vit-on. En sortant, elle trouva un peignoir en soie blanche qui l'attendait. C'était doux contre sa peau, un contraste frappant avec la laine rêche dont elle avait l'habitude. Elle entra dans la chambre attenante au bain. Un festin avait été disposé sur une table basse près de la cheminée. Poulet rôti, pain frais, des fruits dont elle ignorait les noms et une carafe d'eau. Elle mangea comme un animal affamé au début, puis ralentit, savourant les saveurs. On frappa à la porte. « Entrez », dit-elle. Gabriel entra. Il avait troqué son costume contre un pantalon de détente sombre et un t-shirt gris ajusté. Il ressemblait moins à un roi qu'à un guerrier au repos. Il tenait un petit pot de pommade. « Pour tes mains », dit-il. Il s'assit face à elle. Il ne demanda pas la permission. Il prit simplement sa main. Son toucher était précis, mais doux. Il appliqua l'onguent vert frais sur ses paumes brûlées et l'entaille sur son pouce. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Cora, observant son visage. Il était d'une beauté dévastatrice à la lumière du feu. « Vous avez des serviteurs pour cela. Un roi sert son peuple, » dit Gabriel sans lever les yeux de sa main. « Et toi, tu n'es pas n'importe qui. » Il finit sa main gauche et prit la droite. Son pouce effleura son point de pulsation. « Quand tu as tenu la lame, » dit doucement Gabriel. « L'as-tu entendu chanter ?»« Oui, » chuchota Cora. Elle semblait solitaire. Gabriel leva les yeux, ses yeux dorés plongeant dans les violets de Cora. La lame est restée silencieuse pendant 300 ans. Elle attend un partenaire, tout comme moi. L'air dans la pièce devint lourd, chargé d'électricité statique. « Un partenaire ?» souffla Cora. « Je suis le roi de la meute obsidienne. Je suis l'alpha le plus puissant de cet hémisphère, mais je suis incomplet, » confessa Gabriel, une vulnérabilité dans la voix qui la choqua. La prophétie de la lame stipule que celui qui réveille le feu d'argent est celui qui équilibre l'ombre. Je possède l'ombre, Cora. Toi, tu es la lumière. Il ne prononça pas explicitement le mot « âme sœur », mais il flottait entre eux. Soudain, la tranquillité fut brisée par un vacarme en bas. Des cris, le bruit de verre brisé. Gabriel fut sur ses pieds en un instant, sa posture passant du soignant doux à l'arme mortelle. « Reste ici », ordonna-t-il. « Non. » Cora se leva, le peignoir de soie bruissant autour de ses jambes. « Si c'est Kiran, je ne me cache plus. » Gabriel l'observa, évaluant sa détermination. Il acquiesça une fois. « Reste derrière moi. » Ils s'avancèrent sur le balcon, surplombant le grand foyer. En bas, les portes d'entrée avaient été forcées. Titus et les gardes d'Obsidian retenaient une 12aine d'hommes armés. Ce n'étaient pas des guerriers de Silver Creek. Ces hommes portèrent des équipements tactiques sans insigne, des mercenaires, et au milieu d'eux se tenait un homme que Cora n'avait vu que dans les journaux, l'Alpha Magnus de la meute de Blood River, le seigneur de guerre le plus corrompu et violent des territoires du Sud. Et à ses côtés, souriant bêtement, se tenait Kiran. « Gabriel !» cria Magnus, sa voix éraillée et rauque. « Tu as quelque chose qui m'appartient. » Gabriel agrippa la balustrade du balcon, ses articulations blanchissant. « Je n'ai rien à toi, Magnus, à moins que tu ne veuilles une balle. » La fille, Magnus pointa du doigt Cora. « Kiran me dit que tu as racheté son contrat, mais il y a une revendication prioritaire, une dette de sang. » Kiran s'avança, l'air triomphant. Il brandit un morceau de parchemin froissé. « Je l'ai trouvé dans les archives. Gabriel, son père n'a pas seulement volé de l'argent. Il a signé un contrat de fiançailles avec la meute de Blood River en échange d'un sauf-conduit il y a 20 ans. Cora appartient à Magnus. » Cora sentit le sang quitter son visage. Un contrat de fiançailles. Avec Magnus, il avait 50 ans et était connu pour tuer ses femmes. « Le contrat est valide, » tonna Magnus. Selon la loi du Conseil, des fiançailles de sang l'emportent sur une dette financière. Livrez-la, Gabriel, ou c'est un acte de guerre. Gabriel regarda les hommes. Il ne s'y a pas. Un grognement sourd commença dans sa poitrine. Vibrant à travers le plancher,
si bien que Cora pouvait le sentir dans ses pieds nus. « La guerre !» dit Gabriel, sa voix baissant d'un octave, alors que ses yeux commençaient à devenir entièrement noirs, signe que son loup géant faisait surface. « J'espérais que tu dirais ça. » L'air dans le foyer d'Obsidian Heights était saturé d'agressivité, un mélange de musc, d'huile d'armes et de testostérone. Gabriel n'emprunta pas l'escalier. Il franchit la rampe en acajou du balcon, sautant de 6 mètres jusqu'au sol en marbre. Il atterrit en position accroupie, le marbre se fissurant sous ses bottes, directement entre Titus et Magnus. « Sortez de chez moi !» dit Gabriel, sa voix étant un grondement sourd qui fit trembler le lustre en cristal au-dessus de lui. « Avant que je ne repeigne les murs avec vos restes. » Magnus rit, révélant des dents jaunies et taillées en pointe. De belles paroles pour un homme en infériorité numérique. « J'ai 20 mercenaires dehors, Gabriel, et j'ai la loi avec moi. » Il agita le parchemin. « Le contrat est en béton. La fille est à moi. »« Elle n'est pas une marchandise, » rugit Gabriel. Il se déplaça plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre. Il franchit la distance le séparant de Magnus en un éclair, assénant un coup de poing à la mâchoire du seigneur de guerre qui résonna comme un coup de feu. Magnus fut projeté en arrière, s'écrasant contre un pilier de granit. « Tuez-les !» hurla Magnus en crachant du sang. Le foyer explosa dans le chaos. Les mercenaires ouvrirent le feu, mais les gardes d'Obsidian étaient auprès. Ils renversèrent des tables pour s'abriter, ripostant avec précision. Les balles écaillaient le plâtre et brisaient les vases. Sur le balcon, Cora regardait avec horreur. Le vacarme était assourdissant. En bas, Gabriel était un tourbillon de violence. Il ne se transformait pas. Il n'en avait pas besoin. Il se battait avec une efficacité brutale et calculée, brisant des membres et désarmant les tireurs avec une grâce fluide et mortelle. « Cora !» Elle se retourna brusquement. Kiran avait profité de la distraction pour monter par l'escalier de service. Il se tenait au bout du couloir, haletant, la sueur coulant sur son visage contusionné. Il tenait un couteau de chasse argenté. « Tu gâches tout !» siffla Kiran en s'avançant vers elle. « Tu étais censé n'être personne. Tu étais censé mourir dans cette cuisine. Regarde ce désordre maintenant. »« Recule, Kiran !» avertit Cora, reculant jusqu'à ce que ses talons touchent la rampe. « Gabriel va te tuer. »« Gabriel est occupé !» ricana Kiran, jetant un coup d'œil à la mêlée où 3 mercenaires s'acharnèrent sur le roi. « Magnus m'a promis la position de Delta dans sa meute si je te lui amène. Je ne vais pas laisser passer ma chance à cause d'une boniche. » Il s'élança. Cora fit un écart, mais le peignoir de soie restreignait ses mouvements. Kiran lui saisit les cheveux, lui tirant la tête en arrière. Elle hurla, griffant ses mains. « Arrête de te débattre !» cria Kiran, la traînant vers l'escalier. « Tu viens avec moi. »« Non !» Cora donna un coup de coude, atteignant le nez de Kiran. Il hurla de douleur et de rage. Dans sa colère, il ne saisit pas son bras. Il attrapa la seule chose qu'il pouvait atteindre, la chaîne d'argent autour de son cou, la chaîne retenant l'obsidienne de sorcière. « Petite !» Kiran tira sur la chaîne de toutes ses forces. Crac! Les maillons d'argent cédèrent. Le pendentif de pierre noire s'envola de son cou, glissant sur le sol en marbre du balcon. Le temps sembla s'arrêter. Pendant une seconde, Cora ne sentit rien, juste l'absence du poids froid contre sa peau. Puis la douleur frappa. Ce n'était pas comme un os cassé ou une brûlure. C'était comme si son sang s'était soudainement transformé en plomb en fusion. Un cri déchira sa gorge, un son si brut et agonisant qu'il coupa net le bruit de la fusillade en bas. Gabriel se figea au milieu d'un coup, sa tête se tournant brusquement vers le balcon. « Cora !» Cora tomba à genoux, serrant sa poitrine. Son cœur battait si vite que ce n'était plus qu'un vrombissement. Les années de suppression, son loup enfermé dans une cage minuscule et sombre, tout cela prenait fin d'un coup. L'énergie contenue pendant une décennie explosa. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» balbutia Kiran, reculant, terrifié par le bruit d'os qui craquent provenant de son corps. Le dos de Cora s'arqua. Le peignoir de soie se déchira alors que sa colonne vertébrale s'allongeait. Sa mâchoire se brisa et se remodela dans un craquement écœurant. Sa peau ondula alors que la fourrure jaillissait des pores. Habituellement, une première transformation prend 10 minutes. Elle est lente et douloureuse. Cora se transforma en 3 secondes. Une onde de choc d'énergie pure émana de son corps, renversant Kiran et le faisant dévaler les escaliers. Là où se trouvait la jeune fille, une bête se tenait désormais. Mais ce n'était pas un loup normal. Elle était massive, faisant facilement la taille d'un poney. Et elle était blanche, pas du blanc crème d'un ours polaire, mais d'un blanc incandescent, aveuglant, comme de la lumière d'étoiles emprisonnée dans de la fourrure. Ses yeux n'étaient pas le jaune des loups, mais le même violet frappant que ses yeux humains.
Le loup blanc laissa échapper un hurlement. C'était un son de pure dominance, une fréquence qui brisa les fenêtres restantes du domaine. Dans le foyer, les combats cessèrent. Tout le monde, garde d'obsidian, mercenaires, même Magnus, leva les yeux. « Impossible », murmura Magnus, le visage blême. Le loup lunaire, je pensais qu'il s'était éteint. Le loup blanc n'hésita pas. Elle franchit la rampe tout comme Gabriel l'avait fait. Elle atterrit silencieusement, ses pattes massives absorbant l'impact. Elle se tint au-dessus de Gabriel, montrant des crocs plus tranchants et plus longs que ceux de n'importe quel prédateur naturel. Un grognement sourd vibra dans sa poitrine, faisant trembler le sol. Elle le protégeait. Magnus recula, ses mercenaires baissant leurs armes, leurs instincts de loup leur criant de se soumettre à ce prédateur alpha. « Le contrat !» balbutia Magnus, brandissant le papier de main tremblante. « Le contrat dit que la fille m'appartient, la fille humaine !» Le loup blanc s'avança. Elle fit claquer ses mâchoires, et le papier fut arraché de la main de Magnus. Elle le mâcha une fois, et recracha la pulpe sur ses bottes. Gabriel se leva lentement, essuyant le sang sur sa lèvre. Il regarda la magnifique bête blanche, son regard s'adoucissant. Il tendit la main. « Cora !» Le loup géant tourna la tête. Elle nicha son museau humide dans la paume de Gabriel, laissant échapper un petit gémissement. Gabriel eut un sourire vrai et dangereux. Il se tourna vers Magnus. « Il semble, » dit Gabriel d'une voix mortellement calme, « que la fille soit partie. Et le loup, lui, ne semble pas d'accord avec vos conditions. » Magnus regarda autour de lui. Ses mercenaires battaient en retraite. Kiran gémissait au pied des escaliers, soignant une jambe cassée. Le vent avait tourné. « Ce n'est pas fini, Gabriel !» cracha Magnus, essayant de sauver sa dignité. « Tu héberges une fugitive. Le conseil en entendra parler. Un loup lunaire est une arme dangereuse. Ils exigeront qu'elle soit enfermée. »« Qu'ils viennent !» répondit Gabriel. « Mais pars maintenant, ou elle te dévore. » Le loup blanc aboya, un son tonitruant, et fit mine de mordre l'entrejambe de Magnus. Le seigneur de guerre sursauta, fit demi-tour et s'enfuit. Ses hommes le suivirent, traînant un Kiran sanglotant avec eux. Gabriel les regarda partir, puis se tourna vers le massif loup blanc. Il plongea ses mains dans sa fourrure épaisse et douce. « Tu es magnifique », murmura-t-il. L'adrénaline finit par retomber. Les pattes du loup blanc fléchirent. Les années de malnutrition et le choc de la transformation firent leur effet. Elle s'effondra sur le sol de marbre, sa respiration lourde ralentissant. « Titus !» aboya Gabriel, prenant la tête de l'animal massif sur ses genoux. « Sécurisez le périmètre et apportez des couvertures. Nous restons ici ce soir. » La place de Silver Creek devint un tribunal de béton et de peur. Magnus se tint devant les anciens du conseil, brandissant triomphalement le contrat de fiançailles jauni. « La loi est claire, » ricana-t-il, pointant un doigt épais vers Cora. « Son père l'a vendue. Elle est ma propriété. » Gabriel ne regarda pas les papiers. Il enleva sa veste, ses yeux dorés brillant d'une intention meurtrière. « Je me moque de tes papiers, Magnus. J'invoque le droit du croc. » La foule eut un hoquet de surprise. La loi ancestrale du combat singulier n'avait pas été utilisée depuis un siècle. Magnus, voyant là une chance de tuer un roi et de voler légalement un royaume, sourit. Accepté. Ils se rencontrèrent dans un cercle tracé au sel. Magnus était un bagarreur, lourd et brutal, mais Gabriel était un instrument de précision. En quelques minutes, Gabriel mit le seigneur de guerre à genoux, son poing levé pour achever le combat honorablement. Mais Magnus était un lâche. Il écrasa une fiole cachée contre le pavé, libérant un nuage de poussière de nitrate d'argent scintillante. Gabriel s'étouffa, tombant à la renverse alors que le poison l'aveuglait et brûlait sa peau. La foule cria « Trahison !» Mais Magnus, imperturbable, sortit un couteau dentelé. Il boita vers le roi aveugle, levant la lame pour le coup de grâce. C'en est fini du roi Alpha. Cora ne s'enfuit pas. Elle tendit la main avec son âme. L'arrière du SUV blindé explosa, alors que la lame maudite répondit à son cri silencieux. Elle fendit l'air, brisant son coffret, et s'abattit sur l'asphalte devant elle. Elle saisit la poignée, et le feu bleu rugit plus fort que jamais. Elle entra dans le cercle interdit, balançant la lame massive d'une seule main. La lame trancha l'air à quelques centimètres de la gorge de Magnus, la chaleur lui brûlant la peau. « Cède !» ordonna Cora, sa voix vibrant de la puissance du loup lunaire, « ou je te réduis en poussière. » Terrifié par la déesse de la mort rougeoyante devant lui, Magnus lâcha son couteau et tomba face contre terre. « Je cède, je cède !» Cora expira, les flammes s'éteignant alors qu'elle tombait à genoux aux côtés de Gabriel, le prenant dans ses bras. Le roi était sain
et sauf. 3 jours plus tard, la grande salle de Silver Creek, autrefois lieu d'humiliation pour Cora, était transformée. Les paniers de basket avaient disparu, remplacés par les bannières du roi Obsidian et du croissant de lune. Gabriel se tenait près de l'autel, ses yeux complètement guéris, brillants de fierté. Il portait son armure de cérémonie, mais tous les regards étaient tournés vers le fond de la salle. Cora s'avança dans l'allée. Elle portait une robe de soie argentée, qui miroitait comme du clair de lune liquide. La lame maudite, devenue la lame de la reine, était fixée dans son dos, un avertissement et un symbole. Elle ne marchait pas seule. À ses côtés, tête basse, se trouvaient les anciens du conseil. Et derrière eux, enchaînés, traînaient Magnus et Kieran. Ils étaient conduits vers le transport qui les emmènerait à la colonie pénitentiaire du Nord à perpétuité. Kieran leva les yeux quand elle passa. Il ouvrit la bouche pour parler, peut-être pour supplier, mais le regard dans les yeux violets de Cora le fit taire. Elle ne le haïssait plus. Il lui était simplement indifférent. Il était le fantôme d'un passé qu'elle avait transcendé. Lorsqu'elle atteignit l'autel, Gabriel lui prit la main. Il ne se contenta pas de placer la couronne lunaire sur sa tête. Il s'agenouilla pour la seconde fois et lui offrit une bague, un anneau de fer noir et de diamants blancs. « À mon égal », jura Gabriel. « Ô loup qui m'a sauvé, ô roi qui m'a vu », répondit Cora, sa voix ferme et forte. Alors qu'elle se tournait vers la foule, un mélange de loups de Silver Creek, de guerriers d'Obsidian et de délégués du conseil, ils n'acclamèrent pas. Ils hurlèrent, un son collectif d'acceptation et de révérence qui ébranla les fondations du bâtiment. Cora, la vit-on, la progéniture du traître, avait disparu. À sa place, se tenait la reine Louve Blanche. Elle leva la main et le silence retomba. « Que cela soit connu », déclara-t-elle. « À partir de ce jour, aucun loup de mon royaume ne sera jugé par son rang, mais par son esprit. L'ère où les faibles craignaient les forts est révolue. » Elle regarda Gabriel, et pour la première fois en 20 ans, elle était vraiment chez elle. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Cora et de la lame maudite. Depuis le nettoyage des bacs à graisse jusqu'au maniement de l'arme la plus puissante du monde des loups-garous, Cora a prouvé que la vraie force ne réside pas dans les muscles ou les titres d'alpha. Elle réside dans l'esprit que vous portez en vous quand le monde essaie de vous briser. Elle est passée de la Viton invisible à la sauveuse du roi, enseignant à tous que même les voix les plus calmes peuvent rugir le plus fort. Que pensez-vous de cette fin ? Pensez-vous que Kieran méritait un châtiment plus sévère ou que l'exil était suffisant ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de retour de flamme et de romance, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine épopée. Nous avons un drame de milliardaire assez fou prévu pour la semaine prochaine, vous ne voudrez pas rater ça. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite.